Retrouvez les conseils d'observation de ciel et espace avec MEDAS, www.medas-instrument-au-pluriel.com, et accédez désormais à tous les anciens numéros de Ciel et Espace grâce à l'abonnement numérique. Pour en savoir plus, rendez-vous sur ciel-et-espace.fr. Bonjour et bienvenue sur les podcasts de Ciel et Espace pour une nouvelle émission consacrée aux éphémérides. En compagnie de Cyril Birnbaum et de Sébastien Fontaine, voici les événements que je vous conseille d'observer en ce mois de mai 2022. Vénus et Jupiter sont en conjonction serrée le 1er mai, les étoiles filantes Eta Aquarides sont au maximum le 6, la Lune se couche éclipsée le 16, Jupiter, Mars et la Lune forment un beau trio le 25 et Vénus surplombe la Lune de seulement 1 degré le 27. Nous commenterons tous ces événements et comme chaque mois, Cyril Birnbaum nous aidera à réussir une belle photo du ciel, tandis que Sébastien Fontaine reviendra sur un événement ou un personnage marquant de l'histoire de l'astronomie. Bonjour messieurs. Bonjour. Bonjour. Sébastien, c'est à vous que revient chaque mois la lourde tâche de débuter cette émission. Vous donnez le tempo, n'est-ce pas? Dans votre chronique mensuelle, vous nous conviez pour quelques minutes à nous retourner sur le passé. Et de quoi voulez-vous nous parler aujourd'hui? Alors, on va parler du temple du soleil et du temple de la lune, figurez-vous. C'est un sujet que j'avais très rapidement évoqué peut-être l'année dernière. Là, je vous parle de Tintin. Vous connaissez Tintin? Ah oui, on connaît tous Tintin. On l'a lu 4, 5, 6, 10 fois. Oui, je le sais même le dessiner. Ah oui, c'est vrai que tu as une patte fabuleuse. Hein. Si vous regardez un petit peu Cyril, il dessine admirablement bien. Mais oui, on avait même déjà diffusé une de ses aquarelles sur le site de Ciel et Espace. J'en ai bons souvenirs. Et d'ailleurs, il m'en promet depuis des années, ceci dit. Tiens, d'ailleurs. Bon, bref. La commande est passée. Et là, on va... D'accord. Oh, elle est passée il y a longtemps. C'est la réception que j'attends. Bon, bref. Tintin et le temple du soleil. Ça vous parle également, bien sûr, et vous rappelez un petit peu de l'histoire. Je refais le pitch. Donc, c'est cet épisode où une éclipse va permettre à Tintin, au capitaine Haddock et au professeur Tournesol d'éviter d'être sacrifiés par les Incas. Alors cette histoire, elle est presque arrivée pour de vrai au printemps 1504. Alors pas à Tintin, mais à Christophe Colomb. C'était pendant son 4e voyage aux Amériques et Christophe Colomb était à ce moment-là à la Jamaïque et les vivres commençaient vraiment à manquer, plus rien à manger, plus d'eau à boire surtout et donc Colomb et ses équipes dépendaient des Indiens pour se nourrir et pour boire. Malheureusement, les relations étaient de plus en plus tendues avec les Indiens, qui devenaient d'ailleurs de plus en plus menaçants. Et c'est là, pour ce type d'affaires, vous voyez où je veux en venir, que Christophe Colomb a eu une idée géniale, comme tout navigateur qui se respecte encore de nos jours. Colomb possédait à bord de son navire des éphémérides astro qui indiquaient notamment les dates des prochaines éclipses de soleil et de lune. Et justement, une éclipse de lune était annoncée, un peu comme pour nous ce mois-ci. C'est pour ça que je vous parle de cet événement. Et donc l'éclipse de lune était annoncée pour le 1er mars 1504 et donc Colomb va tirer bénéfice finalement de cet événement en espérant bien sûr qu'il fasse beau. Donc Colomb convoque les caciques, c'était les chefs finalement de ces tribus indiennes de Jamaïque, et il explique que son dieu était très mécontent de leur comportement et que le dieu des chrétiens, le plus puissant des dieux, allait lancer un avertissement très bientôt en faisant apparaître une lune enflammée et sanglante. Ce qui ne manqua pas d'arriver, bien sûr. Les Indiens, plus ou moins terrorisés, ont compris qu'il ne valait mieux pas se mettre à dos ce drôle de dieu venu d'un monde lointain. Et donc, très vite, ils rapportèrent, bien sûr, les nourritures demandées par Colomb. Et voilà comment Colomb a pu se tirer d'affaire. Donc, donc cette histoire nous rappelle que si vous êtes perdu un jour dans le monde, si des gens vous cherchent un petit peu les noises, regardez vos éphémérides astro sous le bras, vous avez votre almanach Ciel et Espace dans la poche et ça peut vous sauver la vie, tout simplement. Oui, alors voilà, exactement. On a retenu ne jamais s'éloigner de son almanach Ciel et Espace en expédition. Jamais.
D'où le besoin de s'abonner à une version numérique. Oui, exactement. C'est un bel argument de vente. Merci Sébastien pour ce détour vers le temple du soleil et de la lune. On se souviendra de cette histoire de Christophe Colomb. C'est vrai que j'ai toujours pensé qu'elle était éventuellement apocryphe, enfin pas réelle, mais si vous la confirmez, là je vous crois. Non, ça fait débat, mais en tout cas, on sait qu'à l'époque, Colomb était à cet endroit. Une éclipse a eu lieu à cet endroit. Donc effectivement, c'est une histoire qui a été écrite plus tard. C'est pas Colomb qui la rédige, mais tout permet de croire que ça a pu exister. Et moi, j'ai envie de croire en cette histoire. Oui, comme vous avez cru en Tintin, et moi aussi. Premier événement de cette liste d'événements à ne pas rater ce mois-ci. Donc, premier événement, une conjonction serrée entre Vénus et Jupiter. Les deux planètes les plus brillantes du ciel ne sont qu'à 21 minutes d'arc l'une de l'autre. C'est une observation à faire le matin, Cyril, c'est ça? Oui, le Vénus va se lever vers 5h15. La Vénus et Jupiter se lèveront aux alentours donc de 5h15. Le Soleil se lève, pardon. Il se couche aussi, mais beaucoup plus tard. Il se lève vers 6h30. Ça veut dire qu'en gros, vous avez 3 quarts d'heure pour essayer d'observer ces deux planètes en rapprochement. Alors ça va être de nouveau très bas sur l'horizon, puisqu'à 6h elles seront à 7 degrés au-dessus de l'horizon, donc c'est pas gagné non plus, hein. C'est encore comme le mois précédent, les planètes sont très basses sur l'horizon. Mais elles sont plus brillantes, celles-ci, hein. Mais celles-ci sont bien brillantes, oui. Puisqu'en fait Vénus aura une magnitude de -3 et Jupiter de -1. Donc là, aucun problème pour les observer à l'œil nu, même si vous êtes dans la brume d'une grande ville ou un endroit où il y a beaucoup de pollution atmosphérique, il ne devrait pas y avoir de problème pour les voir. Il faudra sortir quand même un télescope pour arriver à voir ces deux planètes. Donc elles sont de nouveau à un peu moins d'un diamètre de l'une de l'autre. Donc ça vaut le coup de les observer parce que sur le matin, il va y avoir la tache rouge de Jupiter. Alors, je ne sais pas si on arrivera à la voir. En tout cas, vous aurez d'un côté un satellite qui sera Europe, et de l'autre côté, vous aurez Ganymède et Callisto. Et côté Ganymède et Callisto, donc sur le bord de Jupiter, il doit y avoir la tache rouge, donc ça sera un challenge. Elle sera là, mais l'Avératon, c'est autre chose. L'Avératon, c'est un autre. En tout cas, avec un télescope, on peut voir donc dans le même champ les deux planètes, Vénus les satellites de Jupiter, et la phase de Vénus aussi. Oui, la phase de Vénus qui est à 70%, donc qui est en peu augmenté par rapport au mois précédent. Donc ça vaut quand même le coup d'essayer. Encore une fois, je remonte sur ma montagne, comme le mois dernier, pour tenter de voir alors ça. Il y a autre chose que vous pouvez essayer de faire si vous êtes moins sportif que David, tant que vous, donc c'est aussi d'essayer de le filmer là. C'est-à-dire que comme vous avez la turbulence, là, c'est vrai que j'en parle rarement, mais vous pouvez mettre votre appareil photo donc en mode vidéo et filmer donc les deux planètes, et puis par la suite, donc dans la journée, ou plus tard, quand vous aurez le temps, vous récupérez le film et vous allez sortir en fait que les images qui sont bonnes. C'est-à-dire que sur, 1000 ou 2000 images que vous allez faire, il y en aura peut-être une cinquantaine qui sont dans les trous de turbulence, on dit, où vous verrez bien les bandes nuageuses sur Jupiter, etc. La difficulté là, en fait, c'est surtout de faire la mise au point. Donc la mise au point, c'est quand même mieux de la faire bien avant de pointer sur Jupiter et Vénus, voilà. C'est de pointer peut-être avant que les planètes soient levées. Vous pointez une étoile, vous faites la mise au point sur cette étoile, donc votre matériel est prêt, et puis vous attendez donc le lever des deux planètes pour commencer à enregistrer et faire la vidéo. La mise au point n'est pas à l'infini, très naïvement Alors, pas toujours, ça dépend. Alors, sur un télescope, vous pouvez la dépasser, et sur les objectifs, en fait, les objectifs de longue focale, mais là, il n'y aurait pas d'intérêt à faire ça, il faut vraiment prendre un télescope, on peut dépasser l'infini aussi. Ah oui. En fait, c'est souvent lié au fait, sur les appareils photo, que vous pouvez avoir un petit jeu sur les bagues, etc. Donc, c'est mieux de faire un vrai d'avoir un peu de marge. Et autre chose, c'est qu'avec les amplis thermiques, ça peut aussi un petit peu se décaler. D'accord. Par contre, une fois que vous avez fait la mise au point sur une étoile, c'est la même que vous fassiez sur une planète ou sur une étoile ou sur la Lune. Par contre, l'arbre en face de chez vous,
n'est pas à l'infini. N'est pas à l'infini, évidemment. Très bien, donc tentez donc une capture vidéo, pourquoi pas, pour réussir in fine à une belle photo de ces deux planètes qui seront donc visibles dans le même champ le 1er mai. On passe à l'événement du 6 mai, ce sont les étoiles filantes Eta Aquarides qui sont à leur maximum. Alors ce n'est pas un essaim très spectaculaire, Sébastien, mais ces étoiles filantes sont liées à un objet assez célèbre, je crois. Ah oui, alors déjà, bon, effectivement, c'est pas un essaim hyper spectaculaire. On attend une dizaine de météores par heure. On se rappelle que les étoiles filantes donc sont pour la plupart dues à la traversée rapide dans l'atmosphère de particules de poussière. Et souvent, ces poussières, eh bien, sont issues de comètes qui, lorsqu'elles passent proche du Soleil, eh bien, fondent partiellement et éjectent gaz et poussière. Et donc, ces poussières proviennent de la fameuse comète de Halley. Certainement la plus célèbre comète. Rappelez-vous, elle est passée dans nos contrées durant l'hiver 85-86. Je l'ai déjà dit à ce micro, et donc je le répète, c'était une escroquerie cette comète en 85-86. On me l'avait survendue. Vous nous en êtes toujours parmi, manifestement. Non, toujours pas. Et je le dis encore. Je le dis. À chaque fois, je le dirais avec mon instit, Monsieur Bridou, qui m'avait vendu du rêve. Non. Ouais, mais c'était quand même la première que tu as vue, comme moi. Bah ouais, c'est la première que j'ai tenté de voir. On s'en souvient. Ouais, voilà, je me souviens que j'ai rien vu surtout. Mais oui, non, c'est la première qu'il n'a pas vu, c'est ce qu'il explique. Ouais, en montagne, je l'ai vu. C'est que les gens autour de moi étaient très contents de voir une comète, et moi honnêtement, je me rappelle avoir découvert la casserole de la Candour ce soir-là. Comme ça, je suis pas sorti pour rien. Oui, voilà. Mais durant cet hiver 85-86, je n'ai pas vu la comète de Halley. Après, la prochaine fois. Ceux qui l'ont vraiment vu sont partis, je crois, aller sur l'île de la Réunion. Je crois que Midaven en parle encore. Ouais. Mais ça, effectivement, on a même des photos, des témoignages fabuleux, mais à l'époque, mes parents ne m'ont pas emmené à la Réunion pour voir la comète. Mais bon, j'ai observé Hyakutake et Hale-Bopp en 96-97, qui restent certainement les plus belles comètes qu'on verra jamais mieux qu'Hale-Bopp. Hein. Voilà, ça c'est un autre sujet. Et en tout cas, j'attends de pied ferme 2061 retour annoncé de la comète de Halley, mais qui à mon avis sera nullissime. Mais bon, voilà, on attend de voir en 2061. Mais d'ici là, regardons les étoiles filantes. Voilà, on se console avec les étoiles filantes issues de la comète de Halley, donc les Eta Aquarides qui sont à leur maximum le 6. Le 16, un coucher de lune à suivre à l'aube. La lune sera éclipsée. Tiens donc, Cyril, pour un photographe de panorama céleste comme vous, ça peut être sympa, ça, non ? Ah là, j'ai qu'un seul mot, là, c'est enfin. Ah. Ouais, c'est enfin. C'est-à-dire que le dernier coup, c'était quand même en janvier 2019 pour une belle totale. En plus, là, elle est au ras de l'horizon. C'est-à-dire que on n'est pas dans les meilleures conditions. C'est-à-dire qu'il faudrait presque partir au Groenland, enfin plus à l'ouest. Donc là, on va s'y préparer. Et vous vous souvenez, le mois dernier, je vous incitais à poser un JSP, donc le journée scientifique participative. Mais avouez que c'était un poisson d'avril quand même. Oui, c'était pas vrai. Mais peut-être 15 jours. Peut-être 15 jours, oui. On y a tous cru. Moi, je suis allé voir mon boss pour poser un JSP et j'ai dit c'est Cyril Biro qui m'a expliqué ça. Et puis il n'a pas voulu. Tant pis. Oui, alors moi, avec Govetti, j'ai accordé ces journées-là à toutes mes équipes à l'univers. Hein. Ah ouais, sympa. C'est sympa. Voilà. Merci. Merci Cyril. C'est sympa. Merci Ciel Espace. En tout cas, c'est donc l'éclipse qu'on attendait. Elle va avoir lieu en deuxième partie de nuit, voire quasi troisième partie de nuit, parce qu'il faudra attendre à votre montre 4h27 pour avoir l'entrée dans l'ombre. Ça durera un peu plus d'une heure, puisqu'à 5h29 vous aurez à ce moment-là en fait le début de la totalité. À 6h11 ce sera le maximum, 6h54 sortie de la totalité, et à 7h55 sortie de l'ombre. Donc là, dit comme ça, on se dit génial, ça me fait 1, 2, 3 quasiment 3 heures dehors, avoir un beau phénomène. En général, en mai il fait beau, il fait déjà une petite polaire, ça suffit, oui. C'est parfait, on va bien se marrer. Sauf que mauvaise nouvelle, le soleil se lève à
6h08. Donc ça veut dire que vous n'allez avoir pas le maximum de la totalité. Ça sera très bas sur l'horizon. Hein. Donc vous pourrez avoir la moitié de l'éclipse en quelque sorte, de 4h27 à 6h11. Ça sera sur l'horizon sud-ouest, donc sur l'azimut 220-230 degrés. Et en hauteur sur l'horizon, vous allez aller de 11 degrés à 0 degré, enfin à 3-4 degrés quoi. Donc ça vaut le coup de faire une belle photo. Alors il y a plusieurs photos à faire. Donc il y a, si vous l'avez jamais vu, déjà l'observer, que ce soit à l'œil nu, aux jumelles, au télescope. Ne pas hésiter à réveiller les gamins et à les faire sortir quand même. C'est toujours sympa. Et surtout, alors c'est un lundi matin. J'ai oublié de préciser. Et surtout, une photo à faire, c'est un chapelet, c'est-à-dire essayer de prendre avec toutes les 3-4 minutes la photo de la Lune dans le ciel. Ça peut être avec un 100 mm, ça rentrera tranquillement. Et vous allez avoir comme ça le déplacement de la Lune qui va tout doucement aller se coucher sur l'horizon sud-ouest. Et il faudra faire plusieurs photos pour avoir à peu près le temps de pause. Sachant que c'est la difficulté, donc je vous incite pour les temps de pause d'aller sur un site qui est... il y a deux sites intéressants. Il y a celui de l'astrophysicien de la NASA qui s'appelle Fred Espenac, donc qui est une référence. Et vous avez un site français aussi de Xavier Jubier qui est parfait aussi parce qu'il va vous donner en fait à la fois des astuces, les temps... en fonction de l'endroit où vous êtes, c'est-à-dire que son site est associé aux cartes de Google, aux maps Google, là. Et surtout, vous allez avoir, si vous donnez l'objectif, donc la focale, l'ouverture, le boîtier photo, la sensibilité, etc., ça génère automatiquement un tableau qui vous donne à la fois la taille de la Lune que vous allez avoir sur le négatif, enfin sur le capteur, c'est plus un négatif, mais vous m'avez compris, et surtout vous allez avoir les différents temps de pause. Et c'est là où vous allez vous rendre compte qu'il faut quand même faire un petit peu attention, parce que rapidement, au moment de la totalité de l'éclipse, donc au moment où cette lune devient cuivrée, orange, un peu rougeâtre, et c'est assez impressionnant, parce qu'en fait vous perdez... comme elle n'est plus lumineuse, comme c'est une pleine lune lumineuse, vous voyez plein d'étoiles dans le ciel apparaître. Donc c'est ce qui est magique en fait dans les éclipses de lune, c'est que le ciel qui était lavasse devient étoilé. Et vous allez vous rendre compte que si les temps de pause sont assez lents, c'est-à-dire que vous êtes rapidement sur la seconde, 2 secondes, 3 secondes, donc il vous faut peut-être une monture. Donc il va falloir essayer de jouer là-dessus, c'est-à-dire le temps de pause maximum avant un bouger. Est-ce que vous avez une monture, donc un suivi équatorial pour vous permettre des temps de pause plus longs, donc il va falloir un peu travailler là-dessus. Donc ça se prépare, on n'y va pas comme ça au dernier moment avec son petit photo. C'est-à-dire qu'il faut bien faire les journées de sciences participatives. Les journées de sciences participatives pour préparer la photo. Très bien, on passe au 25. Sébastien, un beau trio entre la Lune, Jupiter et Mars qui sera visible dans les lueurs de l'aube. Comment profiter au mieux de ce rapprochement, Sébastien ? Alors juste, je reviens quelques instants à l'éclipse de lune, puisque à Ludiver, au planétorium Ludiver dans le Cotentin, on va proposer une observation publique du phénomène. Oui, voilà, on va surtout tester le courage des gens, des Normands, savoir s'ils seront motivés pour venir voir cette éclipse de lune. Vraiment, rendez-vous donné à 4h30 à Ludiver. Voilà, on verra bien. Je vous tiendrai au courant. Et le message est passé en tout cas. Bon, je reviens effectivement à l'observation du 25. Donc ça se passe dans les lueurs de l'aube. Comment profiter au mieux du phénomène, c'est toujours un petit peu la même recette. Il faut espérer avoir un horizon quand même bien dégagé pour voir à la fois la Lune, Jupiter et Mars. Vous avez la Lune qui se trouvera assez basse au-dessus de l'horizon. Elle sera à 5 degrés de hauteur. À l'aube, donc vraiment basse, mais là aucun souci pour la reconnaître. Et c'est au-dessus de la Lune, à quelques degrés au-dessus, qu'on aura côte à côte et Jupiter et Mars. Donc Jupiter extrêmement
lumineuse bien sûr, Mars beaucoup moins, mais sa couleur rouge orangé est parfaitement perceptible à l'œil nu. Il faut se rappeler que Jupiter c'est une planète gigantesque par rapport à Mars. Dans Jupiter on place 1300 fois la Terre, Mars c'est la moitié de la Terre, donc on a deux mondes totalement différents, et donc c'est assez chouette de pouvoir observer et Jupiter cette jante gazeuse et Mars cette pile tellurique et puis la Lune juste en dessous. Donc pour moi l'observation c'est plutôt une observation visuelle. On peut bien sûr prendre un télescope pour se faire plaisir sur Jupiter en détectant la présence des satellites, des bandes nuageuses. Pour Mars, il n'y a pas grand-chose à voir encore. On est encore assez loin de Mars. L'opposition, c'est en décembre, si je ne me trompe pas. Donc c'est là où vraiment on va s'exciter pour observer Mars avec nos instruments et nos plus forts grossissements. Mais là, je privilégierais plutôt une observation visuelle ou éventuellement avec des jumelles, voilà, juste profiter de ces jolies lueurs de l'aube avec ces petites perles qui vont s'élever au-dessus de l'horizon. On est toujours au-dessus de l'horizon. Cyril, est-ce qu'on peut tenter une photo? Est-ce que ça vaut le coup? Pas tant que ça. Vaut mieux attendre le 8 décembre, je crois. Alors attendons le 8 décembre. On passe au 27, 27 mai, une très belle scène avec Vénus au-dessus d'un croissant de lune. À quelle heure ça s'observe, ça, Cyril? Donc il faudra se lever tôt de nouveau. Encore. Donc, oui, je suis désolé, c'est pas se coucher alors. Ou pas se coucher, mais c'est dur après. Ça devient de plus en plus dur. C'est 5 heures du matin pour se lever, pour être prêt à 5h30. En fait, la lune se lève à 4h46, le soleil se couche à 6h, donc ça vous laisse entre 4h40, enfin entre 5h et 5h40, une quarantaine de minutes pour essayer de voir le phénomène, sachant qu'il faut un horizon S bien dégagé, que les deux astres sont à 1 degré l'un de l'autre, c'est-à-dire que c'est 2 diamètres de lune, donc c'est très proche, ça veut dire que ça rentre dans un champ de 1000 mm de focale, donc 1 mètre de focale, donc sur une petite lunette ou un télescope un peu court. C'est vraiment l'occasion de faire une photo parce que la Lune, ça sera un fin croissant à 10%, donc on aura une belle lumière cendrée probablement. Vénus est éclairée à 76%, donc c'est une photo simple a priori simple à faire, c'est-à-dire qu'il faut qu'il fasse beau, mais c'est simple à faire. Donc il suffit d'un pied photo, un téléobjectif ou une monture, un télescope ou une lunette sur une monture équatoriale, et il suffit de faire la photo. C'est-à-dire que la photo, je vous le rappelle, donc vous êtes au foyer du télescope, donc vous avez l'adaptateur qui va bien pour profiter de la focale du télescope ou de la lunette, ou vous avez un téléobjectif sur pied photo, et il faut lutter contre une seule chose, en fait, c'est les vibrations. C'est-à-dire que soit vous avez une télécommande, alors maintenant les nouveaux boîtiers, vous utilisez vos smartphones pour les déclencher, il n'y a aucun problème, soit vous mettez le retardateur, c'est-à-dire que vous mettez un retardateur à une dizaine de secondes, vous appuyez, vous arrêtez de respirer, vous décalez un peu, vous faites bien attention de ne pas être sur les dalles du balcon ou sur une terrasse en bois, enfin un truc qui vibre, et il y a toutes les chances que ça marche bien. Très bien, donc une belle photo à tenter le 27. Et c'est peut-être l'occasion, Cyril, de rappeler les distances très différentes qui nous séparent quand même de Vénus et de la Lune. Oui, la Lune c'est 400 000, en gros 400 000 km. Si vous partez en fusée, Apollo 11, ils ont mis 3 jours, 72 heures pour y aller. Bon, ils ont mis un peu... Ça va plus vite au retour, mais en gros... C'est l'ordre de grandeur. C'est l'ordre de grandeur, c'est 3 jours. Pour Vénus, à ce moment-là, c'est-à-dire que dans cette configuration-là, le 27 mai, elle est à 1,18 unités astronomiques. Donc 1,18 fois 150 millions de kilomètres. Bon, je vais un peu tout arrondir. Ça veut dire que vous êtes à peu près à 180 millions de kilomètres. Si vous alliez... Alors c'est ridicule d'imaginer comme ça, mais si vous alliez à la vitesse de la même fusée, c'est-à-dire 400 000 en 3 jours, et si vous allez à la même vitesse que cette fusée, que Apollo 11, il vous faudrait 5 ans pour y aller. Ah là là, heureusement que ça se passe pas comme ça. Ça se passe pas comme ça, oui. Heureusement qu'on y va plus vite. Très bien, merci beaucoup. L'heure de la chronique photo est arrivée. Donc Cyril, vous allez garder la parole, et parce que vous nous conseillez chaque mois sur la meilleure façon de réussir une astrophoto en partageant vos astuces, voire en livrant vos secrets. Ça arrive pour les mois vraiment fastes. Ce mois-ci, quel est le thème de votre chronique? Oui, c'est vrai que ça fait longtemps que j'ai pas donné un secret. Bon, je vais essayer d'y penser pour les prochaines fois.
J'avoue, mais j'en ai moins en ce moment. J'en ai moins, je crois que je les ai tous donnés. Je devais en avoir 2,5, je crois que je les ai donnés tous. Je vais essayer de me renseigner. Alors on se contentera des conseils, mais ils sont déjà quand même très précieux. Alors si, c'est une appli que je connaissais pas en fait. C'est en préparant cette rubrique que je l'ai découverte. C'est une appli qui en remplace pas mal en fait, et elle est vraiment magique là depuis une semaine. Je suis tout le temps dessus. C'est assez marrant. C'est-à-dire qu'on connaissait des applis qui vous permettent de savoir la phase de la Lune, d'associer la phase de la Lune à votre calendrier, qui vous donne en général la hauteur, l'heure de lever, de coucher, etc., etc. Celle-ci, en fait, elle est uniquement sous Android. Elle s'appelle DAF, D-A-2-F Lune, et elle en remplace pas mal, et elle est très 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 pratique. Alors classiquement, vous avez donc toutes les informations sur la Lune. Donc initialement vous donnez votre position sur Terre, vous donnez comme information la date d'observation, l'heure d'observation, et on vous donne à ce moment-là la hauteur, l'azimut. Si vous allez sur le petit plus sur le côté, vous avez d'autres informations qui peuvent vous servir sur le télescope, sur les coordonnées donc de la planète, enfin de la Lune entre autres là. Vous avez la même chose sur le Soleil. Et puis c'est là où ça devient intéressant. Vous avez aussi toutes les planètes, c'est-à-dire que vous avez l'heure de lever, l'heure de coucher des planètes. C'est là que c'est un peu plus rare, où en général il faut passer par d'autres applis ou aller sur le site de l'Institut de mécanique céleste et de calcul des éphémérides. Donc là vous avez à ce moment-là l'azimut des planètes, les phases des planètes, de nouveau tout ce qui est coordonnées, les diamètres, les distances. Vous avez pas mal d'informations qui arrivent. Et vous avez un autre mode, alors celui-là je l'avais jamais vu jusqu'à maintenant, et c'est celui-là qui me plaît forcément. Vous avez un mode sphère qui en fait vous positionne les planètes, l'écliptique, tout autour de vous sur une demi-sphère, sur votre horizon à vous. Ce qui vous permet de voir exactement la position des planètes quand vous avez un rapprochement, comment elles sont agencées les unes par rapport aux autres. Et comme vous pouvez jouer sur le calendrier, vous les voyez se déplacer en temps réel. Donc vous avez une sorte de stellarium dans la poche, ultra pratique. Et de la même façon, vous pouvez basculer en carte du ciel. C'est-à-dire que vous pouvez la voir face à vous avec, pareil, l'azimut, la hauteur. Ce qui vous permet, entre autres, alors ça sera l'astuce photo, c'est-à-dire que vous avez encore une dernière case qui est sur l'horizon, et ce qui vous permet en fait d'avoir le champ visuel que vous avez en degrés. Donc ça, en le ramenant sur l'objectif que vous pouvez utiliser, vous pouvez très rapidement savoir que telle planète avec telle autre, si vous la voulez dans le même champ de l'objectif, il vous faudra un 80 mm, un 20 mm, un 50, etc. etc. Donc DAF Lune sous Android, et à chaque fois je vous donne des applications gratuites. Merci beaucoup. La fin de cette émission approche. Sébastien, Cyril, c'est le moment de dévoiler votre coup de cœur. Un astre, un livre, une mission spatiale, une exposition, un astronome, un instrument, un film, ce que vous voulez. Vous avez le choix. Quel est votre coup de cœur, Sébastien, pour ce mois-ci ? Alors mon coup de cœur, c'est le compositeur Vangelis, vous connaissez ? Ah oui, bien sûr. Alors Vangelis, donc il est né en 1943 en Grèce, et j'ai découvert il n'y a pas très longtemps un album qu'il a publié en 2021, c'est Juno to Jupiter, ça nous parle, hein. Ah oui, et complètement. En fait, c'est un album, en fait, plusieurs fois, Vangelis a eu des commandes de la part de l'ESA ou de la NASA pour mettre en musique finalement des grandes missions spatiales. Alors sa collaboration avec le monde de l'espace et d'astronomie ne date pas d'hier, puisque Vangelis, quand il sort en 75, Even on Hell, c'est un album qui partiellement sera repris pour la série Cosmos de Carl Sagan. Mm-hmm. Donc quand on regarde Carl Sagan, on écoute aussi du Vangelis finalement. Et puis en 2001, pareil pour le lancement de Mars Odyssey, un grand concert est donné en l'honneur finalement de cette mission spatiale, et là un concert surtout est créé par Vangelis, une composition originale en 2001. Rosetta verra également un album
voilà, dédié à la mission qui va nous conduire comme ça jusqu'à l'astéroïde. Et puis là, donc récemment, Juno to Jupiter. Et pour tous ceux qui aiment l'astronomie et la musique électronique, eh bien, on se rappelle que Vangelis, c'est vraiment un des premiers compositeurs qui va donner ses lettres de noblesse à ce genre musical. Il n'y a pas un planétome au monde qui n'est pas diffusé à tort et à travers les chariots de feu, par exemple. Je pense que à la Cité, comme au Palais des Découvertes ou ici à l'Univers, eh bien, ces notes résonnent encore régulièrement sous la coupole. Et puis, vous savez que j'observe beaucoup le ciel, le casque sur les oreilles. J'écoute aussi beaucoup de Vangelis. Et voilà, donc je pense que c'est des thèmes musicaux qui font, qui nous rappellent à tous des souvenirs d'observation ou des missions spatiales. Et peut-être à vous particulièrement, David, je sais que vous aimez beaucoup Vangelis pour ses premières œuvres quand il faisait partie du groupe Aphrodite Child, puisque Demis Roussos, bien sûr, c'est aussi le garçon qui a travaillé avec Vangelis. Et je sais très bien que dans votre BX, eh bien, vous aimez toujours écouter Demis Roussos quand vous sillonnez les routes de Bretagne. En tout cas, aujourd'hui, voilà, on s'intéresse plutôt à Vangelis. Je vous revaudrai ça un jour, Sébastien. C'est cadeau. En tout cas, voilà. Là, je vous invite à écouter Juno to Jupiter, donc un album sorti en 2021. Achetez-le, ça vaut vraiment le coup. Très bien. Bon, je cherche ma vengeance, je ne l'ai pas trouvé tout de suite. Cyril, quel est votre coup de cœur ? C'est la semaine France-Portugal. Ah oui, je vous vois un peu étonné là. Oui, mais oui, il y a un rapport avec l'astronomie, non ? Ah oui, si, il y a un vrai rapport avec l'astronomie. En fait, ça va être une sortie pour les jeunes parents ou pour les grands-parents. Enfin, pour les grands-parents, papy, mamie, astro quand même. Il se trouve que en 2018, un planétarium au Portugal qui s'appelle Hemisferium de Exploratório, au centre de sciences de Coimbra, a gagné un grand prix. Ça a été le premier à faire un spectacle pour les bébés, d'astronomie pour les bébés, qui s'appelle Astronomia para Bebés. Ah, alors ça, je ne sais pas si j'ai le bon accent. Sans doute. Et il se trouve qu'on va le programmer pour la première fois en France et au Planétarium de la Cité des Sciences et de l'Industrie. Ça sera donc dans le cadre de la semaine France-Portugal, donc du 2 au 7 mai. Donc en début de mois là, et c'est assez intéressant d'y aller parce qu'en fait c'est beaucoup de comptines en fait de musique, des images d'astronomie saturées en lumière, c'est tout doux, donc c'est vraiment adapté au jeune public. Et nos collègues du Portugal nous ont fait un clin d'œil, c'est-à-dire qu'ils nous ont modélisé, enfin pas modélisé, mais dessiné Paris comme on va le faire à Paris, c'est-à-dire qu'ils nous ont mis la Tour Eiffel, les monuments parisiens, etc. Donc ça va être assez magique, ça sera tous les matins pendant une semaine à la Cité des Sciences et de l'Industrie. Très bien, et sans Demis Roussos non, alors, je ne sais pas s'ils nous ont fait une blague aussi, mais je ne pense pas. Très bien, Astronomia para Bebés du 2 au 7 mai. Voilà, astronomie pour les bébés. À la Cité des Sciences. Eh bien écoutez messieurs, les éphémérides de Ciel et Espace sont terminés. Merci pour vos précieux conseils d'observation. Merci à Nicolas Franco qui était à la technique. Cette émission était présentée comme chaque mois par David Fossé. Merci de soutenir nos publications en vous abonnant à Ciel et Espace. Je vous donne rendez-vous au mois de juin et d'ici là, bonnes observations.